Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet amphithéâtre Santorin de l'espace Athènes, rue d'Athènes à Paris. Toute l'équipe de VRT, Ville, Rail et Transport, le magazine des professionnels de la mobilité, est heureuse de vous accueillir une nouvelle fois pour une conférence sur un thème plus que jamais dans l'actualité, puisqu'il s'agit de l'IA, autrement dit de l'intelligence artificielle. Vous en conviendrez volontiers, l'IA, cet outil capable de reproduire des comportements humains comme le raisonnement, la planification ou encore la créativité. L'IA suscite partout énormément d'enthousiasme. Mais pourtant, si l'on regarde la dernière étude du MIT sur l'IA générative, il y aurait un écart significatif entre les promesses et les résultats. D'après l'étude du MIT, seulement 5% des projets d'IA auraient un effet positif sur les revenus de l'entreprise, alors que 95% d'entre eux, 95% ne dépasseraient jamais le stade de l'expérimentation. Les modèles utilisés seraient performants, mais c'est leur utilisation qui laisserait à désirer. Faudrait-il alors en déduire, peut-être un peu hâtivement, que l'IA serait mieux adaptée à des usages privés plutôt qu'à des usages professionnels? En réalité, on pressent que l'IA va jouer un rôle grandissant dans l'amélioration des mobilités, en facilitant par exemple la gestion opérationnelle du trafic, la planification des itinéraires, l'information aux voyageurs, la lutte contre la fraude tarifaire, la conduite autonome ou encore l'optimisation des réseaux en prédisant la demande réelle. On espère aussi beaucoup de cette forme d'IA que sont les IA agentiques qui agissent seuls, sont capables de mémoriser, d'apprendre et surtout de prendre des initiatives dans un cadre prédéfini. Alors, pour confirmer tous ces espoirs naissants, nous avons réuni ici ce soir 4 acteurs majeurs évoluant dans ce secteur. Pour la DGITM, Direction Générale des Infrastructures, des Transports et des Mobilités, qui prépare et met en œuvre la politique nationale des transports terrestres et fluviaux, Jean Seng, directeur de projet Transformation numérique. Merci de bien vouloir l'accueillir. Pour Commutitre, qui est une filiale d'Île-de-France Mobilité chargée de la gestion opérationnelle des titres de transport franciliens, Benjamin Maillard, directeur des projets billettiques et systèmes d'information. Pour Siemens Mobilité France, l'industriel qui conçoit et développe les systèmes d'automatisme de conduite et de contrôle des trains de type CBTC, Jean-Christophe Le Breton, directeur technique. Et pour EONAX, communauté de partage de données, qui concrétise un écosystème d'experts en tourisme et mobilité, Mélanie Vessier, directrice des projets transport et logistique. Je me tourne d'abord vers vous, Mélanie Vessier. Quel a été votre parcours dans l'économie numérique? Pourquoi EONAX et quels sont les objectifs de cette communauté? Oui, bonjour à tous, merci. C'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai travaillé pendant quelques années au sein du ministère des Transports, où je m'occupais d'un projet d'envergure nationale qui s'appelait le titre de transport unique. De base, j'ai plutôt un ancrage très aménagement du territoire. Et donc, ce projet m'a vraiment amené à découvrir tous les enjeux d'intermodalité, d'interopérabilité des systèmes et aussi de gouvernance, de comment N acteurs, et notamment des acteurs publics, peuvent travailler les uns avec les autres dans un cadre identifié. Et donc, vraiment, comment et pourquoi les données et le numérique sont indispensables à cette mise en œuvre et à ce déploiement interacteur.
Et donc, fort de ce constat et de cette expérience, je suis rentrée chez Ionaix maintenant il y a quelques mois pour m'occuper donc des projets transport, mobilité et aussi logistique. Et donc, le constat d'Ionaix était de dire, c'est une association qui a été créée par plusieurs acteurs vraiment majeurs du transport et du tourisme. Donc, SNCF, Aéroport de Paris, le groupe Renault. J'en oublie, Aéroport de Marseille, le groupe Amadeus et le groupe Accor. Et donc ces acteurs-là, ils se sont dit, un petit peu comme le titre unique souhaite le faire, une logique de bout en bout. Mon voyageur, il n'arrive pas dans mon aéroport par magie, et il n'atteint pas la gare comme par hasard. Il part de chez lui, et il arrive notamment dans un hôtel pour ses déplacements du quotidien ou pour des loisirs. Et donc, comment, dans une logique de bout en bout, et donc une seule expérience de voyage, mieux connaître mon usager pour lui proposer de nouveaux services ou pour améliorer mes services existants. Et donc, cet écosystème-là, grâce à un système associatif, ils se sont dit finalement comment accélérer l'innovation en partageant et dans un esprit très communautaire. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on commence à travailler sur des projets mobilité de personnes, mais aussi la logistique, comment faciliter l'atteinte des objectifs net zéro. Tout ça dans un écosystème pas uniquement français, mais bien à l'échelle européenne, avec tout un enjeu de souveraineté européenne. Et comment, grâce au partage de données, je peux contribuer à la stratégie européenne de données. Et donc voilà, c'est comme ça finalement qu'on se dit pour plus partager, il faut plus de confiance, il faut des solutions qui servent, utiles et qui répondent à des cas d'usage très précis. Mais j'y reviendrai par la suite. Bien sûr. Benjamin Maillard, pourriez-vous nous rappeler la genèse de Commutitre depuis la création d'un GIE entre la SNCF et la RATP, et quel est le rôle de Commutitre aujourd'hui ? Alors effectivement, je pense qu'on est un des acteurs qui est peut-être le moins connu, on va dire, en Ile-de-France. Tout le monde connaît la RATP, tout le monde connaît Optile ou la SNCF, ou Île-de-France Mobilité. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde ait vu que les prélèvements de votre Navigo annuel, que je suis sûr que vous avez tous, étaient prélevés par Commutitre. Donc Commutitre a été créé par effectivement l'ensemble des transporteurs privés et publics d'Île-de-France dans l'objectif de gérer les clients Navigo. Alors les gérer d'un point de vue financier, les gérer aussi tout ce qui va être le parcours depuis la souscription jusqu'à la résiliation et tout ce qui va derrière. Donc on gère la partie back-office, on fournit l'ensemble des interfaces dans les IHM qu'on va retrouver dans les agences RATP, SNCF, mais aussi chez tous nos sous-traitants, tous les parcours de je gère ma carte Navigo qui sont accessibles au travers d'Île-de-France Mobilité, les sites de la Solidarité Transport, des jeunes en insertion, tout ce qui va être la gestion de l'ensemble des tiers payeurs en fait aussi en Île-de-France, la fourniture des cartes Navigo et ce qui commence à se déployer actuellement, l'ensemble des valideurs qui vont être remplacés sur les bus et les tramways d'Île-de-France. Donc notre activité s'est quand même étoffée tout au long des années. Et puis il y a, avec l'ouverture à la concurrence, eu la nécessité pour Île-de-France Mobilité de faire l'acquisition de Commutitre et devenir une filiale privée d'Île-de-France Mobilité et de reprendre la mission qu'on avait historiquement pour les transporteurs et d'assurer l'ensemble des agences Navigo pour le compte d'Île-de-France Mobilité qui aujourd'hui nous a confié la suite effectivement de la gestion de la réalisation client. Voilà. Jean Singh, à la DGTM, vous privilégiez l'approche solutionniste. Pour vous, l'IA, ça n'est pas une fin en soi, mais elle doit absolument répondre à des cas d'usage. Alors, lesquels envisageriez-vous prioritairement ? Oui, merci beaucoup. Peut-être je peux commencer par quelques mots de remerciement. Merci à Ville Rail Transport d'avoir organisé cet événement et merci de nous avoir associés. Peut-être pour réagir sur ces premiers propos sur l'état d'esprit. En fait, dans les éléments, je pense, de vigilance, depuis quelque temps, on entend beaucoup parler de l'IA dite générative avec le fameux buzz
de ChatGPT ou équivalent depuis quelque temps. Et peut-être dans les éléments de prudence que nous avons, mais c'est peut-être un élément de prudence qui est partagé par pas mal d'entre vous, c'est le fait de ne pas forcément se ruer comme une sorte de totem, d'avoir une confiance un peu aveugle dans l'IA qui va forcément résoudre tous les problèmes. Étaient évoqués en introduction les problématiques en termes de retour peut-être sur investissement, et donc le fait peut-être d'être très prudent sur le fait d'avoir une IA générative qui réponde surtout à des problèmes, des cas d'usage comme ça a été évoqué, qui est une des intelligences artificielles, notamment génératives, qui soient utiles. Et du coup, pour peut-être reprendre des éléments dans le secteur des transports, parce que je crois que c'est le cas là, cet après-midi dans cette conférence, je me permets de citer un document qui est public, qui a été partagé par l'UTPF, donc l'Union des transports publics et ferroviaires, il y a quelques mois, et qui, en substance, résume dans les grandes lignes quelques grands cas d'usage pour les secteurs des transports. Je mentionne par exemple de l'intelligence artificielle pour la relation client, le fait de savoir que l'IA peut nous aider à traduire en une dizaine ou une centaine de langues pour l'usager, le touriste. Ce n'est pas complètement inutile, notamment en Île-de-France. L'aide pour l'exploitation, le fait d'avoir une IA qui pourra nous aider pour les aspects de comptage, les IA qui sont aussi là pour peut-être nous aider sur les aspects de maintenance. Si vous couplez cette IA à des robots, ça peut aussi peut-être aider sur les problématiques de détection d'anomalies sur telle ou telle partie du réseau. Peut-être un dernier cas d'usage, et sans être trop long, sur les sujets de sécurité, voire sûreté. Je crois qu'on parle aussi cet après-midi de cybersécurité. Sur le sujet de la sécurité des personnes, je peux mentionner à toutes fins utiles l'expérimentation, assez largement encadrée, d'il y a quelques mois, en 2024, au moment où se tenaient les Jeux Olympiques en Île-de-France notamment. Il y a eu une expérimentation sur l'intelligence artificielle couplée au flux de données des caméras vidéo. Et ça aussi, c'est un sujet qu'on pourra peut-être discuter. Ça nous interroge pour différentes raisons. Donc, l'IA a de beaux jours devant elle dans le domaine des transports, même si elle ne trouve pas sa place peut-être aussi rapidement qu'on aurait pu l'espérer au départ. Jean-Christophe Le Breton, quelle est pour l'industriel Siemens Mobility finalement la vision macro de l'IA et n'est-on pas arrivé finalement à un moment de bascule où on était sur un axe horizontal, où c'était un petit peu l'IA, l'assistant de l'ingénieur, et maintenant on voudrait passer à un axe vertical où on aurait réellement créativité, génération de valeur. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, merci à tous d'être venus. Un petit disclaimer, aucune de mes réponses n'a été générée par intelligence artificielle, donc c'est bien moi qui parle ce soir. En effet, la dernière fois que je suis intervenu dans ce forum, j'avais dit ce que vous aviez dit en propos introductif, qu'il y avait beaucoup d'espoir, mais qu'il y aurait beaucoup de déception. On en est un petit peu à un point de bascule, comme vous l'avez dit. Certains rapports, vous avez cité celui du MIT, mais d'autres de McKinsey plus récents, montrent que l'approche par IA générative est peu génératrice de valeur pour les entreprises. Donc je suis le représentant des industriels ici, donc je parle au nom de Siemens, mais probablement de mes collègues. L'approche par IA générative, donc qu'on appelle l'approche transverse, est peu génératrice de valeur, peu génératrice de PNL. Donc l'approche transverse, c'est la mise à disposition de nos équipes, ingénieurs, des sales, de marketing et autres, de ce qu'on peut appeler de l'IA générative, donc des LLM, des bots, pour les développeurs logiciels de GitHub Copilot, de tout outil, donc on peut appeler ça un exosquelette, qui permet de renforcer un petit peu la puissance de frappe des équipes d'ingénierie et pas que, mais qui se démontre peu sur le PNL de l'entreprise. On anticipait un gain de productivité d'entre 10 et 15% sur certaines activités, en particulier de production logicielle. Aujourd'hui, les chiffres ne sont pas là. Donc il y a un point de bascule, de pivot qu'il faut opérer dès à présent dans les entreprises et qui ne sont pas des pure players IA, mais qui utilisent plutôt l'IA à des fins de productivité ou de création de services ou de valeur. Après avoir cette approche horizontale vers une approche verticale que l'IA, plutôt à base d'agentic AI, on y reviendra tout à l'heure avec mes collègues ici, de création, de rentrer dans les process, une entrée, une sortie, le plus autonome possible, évidemment avec des enjeux de supervision, de biais qui peuvent se créer. Et dans ce cas-là, si on rentre dans le process, probablement on va pouvoir générer plus de valeur. Les attentes
de l'industrie sont beaucoup plus importantes sur l'approche verticale que l'approche horizontale, puisqu'on est plutôt de l'ordre de 20 à 25% de gains de productivité. Ce sont des attentes, ça reste à démontrer par les essais qu'on pourra faire dans les années qui viennent. Si on reste sur une application, donc justement selon l'axe vertical de l'IA, vous avez, je crois, un partenariat avec Centrale Supélec pour de la génération de code. Vous pouvez nous en dire un mot éventuellement ? Oui, donc on travaille avec Centrale Supélec sur, alors c'est un partenariat, on les paye quand même, c'est quand même un partenariat, mais pour une, alors c'est pas vraiment de la génération automatique de code, mais c'est développer un outil qui permettra à des opérateurs, mais aussi à nos ingénieurs, de faire de la requête en langage naturel sur la base de données, des données qui sont générées par nos systèmes, de journaux de cybersécurité, on en parlera tout à l'heure, de journaux d'exploitation, de journaux métiers qui servent au debug. Dans le passé, il fallait faire du requêtage en SQL. Bon, je ne vais pas entrer trop dans les détails techniques, désolé. L'objectif, c'est surtout de rendre disponible la donnée le plus simple possible, générée par nos systèmes complexes, à l'ensemble des utilisateurs, qu'ils soient des utilisateurs internes et pourquoi pas de nos clients plus tard. Donc en effet, on travaille avec Centrale Supélec, qui est à cette heure-ci en train de travailler, j'espère, et pour pouvoir faire un MVP dans quelques semaines. Mélanie Vessier, vous proposez donc un cadre structuré et sécurisé pour permettre aux membres de votre communauté, que vous nous indiquiez tout à l'heure, d'échanger donc des données de manière décentralisée. C'est le concept du data space. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça marche ? Oui, donc c'est vrai, j'ai peut-être oublié de le dire. Et Onex, en effet, on est ce qu'on appelle un data space, donc un espace de partage de données en confiance. Et donc on en parlait. Moi, pour la suite, je vais plutôt parler d'IA agentique, mais pour tout type d'IA finalement, et on l'oublie peut-être un peu trop souvent, c'est que sans données de qualité en dessous, on n'a pas de bonne IA. C'est ce qu'on peut voir avec un chat GPT qui s'alimente uniquement de données publiques, et donc des fois qui est un petit peu faible. Et donc, tout l'enjeu, c'est de construire cet écosystème pour avoir des données de qualité et de confiance. Donc, qu'est-ce qu'est Onaïs ? Qu'est-ce qu'un data space ? C'est comment mieux connecter les entreprises européennes entre elles ou bien sûr avec des acteurs publics pour pour des intérêts économiques, créer de la valeur, aussi répondre à des politiques publiques, à des réglementations. On l'a vu là, il y a eu la sortie très récente du Data Act qui implique pas mal de choses et notamment pas mal d'obligations pour des constructeurs automobiles notamment, mais pas que. Et donc voilà, comment déjà, à minima, être sûr que les entreprises soit veulent partager leurs données avec certains, ou soit ne veulent pas, mais dans ce cas, comment structurer au mieux contractuellement ce partage pour faire en sorte que chacun soit content en tout cas et puisse en sortir avec des bénéfices. Donc le constat était aujourd'hui, il y a 80% à peu près des données qui sont détenues par des acteurs privés, donc qui sont enfermés. Et donc, c'était comment désiloter, comment ouvrir ces 80% de jeux de données pour créer de la valeur, pour créer un écosystème. Et plutôt que d'en faire bénéficier des big tech extra-européennes qui sauront comment valoriser ces données-là, plutôt le faire en confiance entre des acteurs avec lesquels on travaille déjà. C'est un petit peu le constat d'un SNCF qui travaille déjà avec un aéroport de Paris ou d'un Renault qui travaille déjà avec un Accor. Mais donc, comment créer cet écosystème pour ce faire ? Et donc, au-delà de cet aspect très gouvernance, confiance, ce mot que j'utilise beaucoup trop, mais en tout cas, au-delà de cet aspect-là, aussi un aspect très technique qui change un petit peu de ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, où on avait une plateforme où tout le monde mettait ses jeux de données, et donc un acteur un peu central qui valorisait, qui pouvait capter de la valeur, en tout cas à minima, sur cette plateforme-là. Nous, notre technologie, elle s'appuie sur ce qu'on appelle un connecteur. Donc, c'est décentralisé. Tous les jeux de données restent chacun chez soi. Et ça facilite, ça permet à tous les différents acteurs autour de la table de donner ces conditions. Est-ce que je veux ouvrir mes portes ou est-ce que je veux les fermer ? Est-ce que je veux les ouvrir pour tel montant ou est-ce que c'est plutôt gratuit ? Est-ce que à telle personne ou non, pour tel but ou non ? En tout cas, voilà, c'est vraiment tout cet enjeu de créer de la contractualisation autour du partage
Et l'avantage aussi de ce connecteur, c'est que ce n'est pas une API purement entre deux acteurs, et donc il faudrait démultiplier à chaque fois qu'on recrée un partenariat. Là, c'est comment, grâce à ça, pour une mise en place, j'ai accès à tout l'écosystème et donc à N partenaires. Et c'est ça la valeur de ce fameux data space, c'est comment j'accède à tout un écosystème de manière beaucoup plus interopérable et beaucoup plus rapide. Alors restons dans le domaine des applications, et dans les transports en Île-de-France, il y a une application particulièrement intéressante de l'IA qui est la lutte contre la fraude documentaire, puisque des dizaines de milliers d'abonnés se font établir des passes Navigo avec des documents falsifiés à des tarifs subventionnés auxquels normalement ils n'auraient pas droit. Benjamin Maillard, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre travail et ce que vous faites là-dessus ? Effectivement, un des principaux axes d'utilisation de l'IA chez nous, c'est effectivement la lutte contre la fraude. Il y a à peu près 3 ans, alors il y a eu quelques articles qui sont sortis dans les journaux, hein, puisque on a 2 faussaires qui ont revendu un certain nombre de passes. Quand je dis un certain nombre, c'est beaucoup, puisqu'on a eu quand même ému pour, de souvenir, à peu près 24 millions d'euros. Voilà, donc ça commence à faire une certaine somme. Sur les PC, ont été saisis un peu plus de 80 000 faux documents qui donnaient droit à la solidarité transport et donc à une tarification réduite, soit la gratuité totale, soit 25%, 50% de réduction, et qui les revendaient sur Internet à des personnes qui pouvaient même ne pas savoir en fait, qu'ils ne s'adressaient pas à l'agence Navigo, en se faisant passer pour un revendeur, une agence, on va dire, normale, et donc il y a des populations qui sont généralement pas averties. Donc pour nous, la lutte contre la fraude, c'est effectivement un élément majeur. Alors, pour ça, il y a quelques années, on avait bien du mal à déterminer ce qui est un vrai document d'un faux document. C'est très compliqué de se dire à un moment donné, est-ce qu'un document qui est issu pour tout ce qui va être les attestations de type CMU, qui donne droit à la solidarité, qu'est-ce qui nous dit qu'elle est fausse ou qu'elle est vraie ? C'est pas parce qu'à un moment donné, on a des doutes qu'on peut le prouver. La sécurité sociale ne nous répond pas sur le fait que ce soit un faux document. Et donc, on se retrouve dans une situation où, dans le doute, on est obligé de donner le droit. Et donc, les faussaires sont, on va dire, de mieux en mieux armés. Et il se trouve qu'on a effectivement maintenant des technologies qui nous permettent d'aller identifier sur chaque document quelles sont en fait les reprises qui ont été faites de façon manuelle. Donc on va avoir plusieurs techniques, des techniques qui vont aller analyser typiquement est-ce que l'écriture est dans la même police ou non, mais est-ce qu'elle a aussi le même niveau typiquement pixelaire, c'est-à-dire est-ce qu'elle a été écrite à différents niveaux et qui permettent de détecter les champs qui auraient pu être repris manuellement. L'ouverture de ça, c'est que ça nous permet, nous, d'avoir la preuve, de dire ce document, il est faux. À partir du moment où on peut avoir la preuve juridique, on peut dire non, j'attribue ou je n'attribue pas le droit. Donc c'est vrai que pour nous, c'est effectivement un axe majeur qui nous permet de progresser dans ces parcours de lutte contre la fraude. L'autre élément, c'est des algorithmes qui sont aujourd'hui qui sont très rapides. On permet d'analyser des documents en quelques millisecondes. Ça nous permet d'envisager des parcours temps réel sur Internet de souscription, ce qui n'était pas possible avant. Avant, on arrivait sur le site, on téléchargeait les documents, et puis après, ça partait dans nos centres de relations clients qui examinent, et puis qui attribuent le droit, et ainsi de suite. Donc ça prenait 24 à 48 heures, le temps effectivement d'analyser les documents. Demain, on va être capable directement de qualifier, de donner une réponse en temps réel à la personne et d'attribuer le droit. Donc c'est aussi plus satisfaisant pour la personne, puisque elle va savoir directement l'attribution et son droit qui sera redescendu sur sa carte Navigo. Donc c'est un vrai élément de gain pour l'usager et un gain pour nous. On a à côté de ça mis aussi d'autres choses. On a utilisé les API de la Direction interministérielle du numérique qui nous a mis à disposition toute une série d'API qui permet de savoir ceux qui sont éligibles ou non à la CMU, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont... mais aujourd'hui, on est les premiers à les utiliser en France. Et donc, on a des taux de réponse qui sont de l'ordre de 30%. Donc, ça veut dire qu'on a encore 70% qui sont aujourd'hui non couverts par ces API
et sur lequel on doit utiliser de l'IA. Typiquement, pour essayer de donner l'idée de la fraude que ça représente, aujourd'hui, sur la solidarité transport, on établit qu'on a à peu près entre 30 et 40% des documents qui nous sont aujourd'hui poussés qui sont des faux. Voilà. Donc, aujourd'hui, on renouvelle à peu près 600 000 droits par mois sur la solidarité transport. Donc, on voit bien l'enjeu qui va derrière de savoir de réussir à lutter contre, les identifier. Et une fois qu'on les a identifiés, il faut les identifier de façon sûre pour qu'on puisse lutter contre ces différents droits. Voilà. L'autre élément, c'est que typiquement, je revenais il y a 2 ans, il y a 3 ans, la police nous a demandé d'évaluer le manque à gagner. On se rend assez vite compte que 80 000 documents à lire à la main, je pense que c'était quasiment impossible. À l'époque, on a dû en faire 2 ou 3 000 pour essayer d'évaluer le préjudice pour Île-de-France Mobilité. 3 ans plus tard, la police est revenue vers nous pour nous demander si on pouvait évaluer de façon un peu plus fine. Et on a réussi à développer toute une partie IA pour aller scanner l'ensemble des documents, extraire l'ensemble des références clients, vérifier le type d'attestation. Et on a réussi à réévaluer sur l'ensemble de la documentation, extraire, le croiser avec nos bases de données pour évaluer le montant exact du préjudice. Donc ça, c'est quand même des choses qui ont effectivement énormément progressé en 2 ans et sur lesquelles on va décliner, je pense, dans les années futures. Oui, effectivement, c'est extrêmement intéressant et en même temps très, très prometteur. Je vous propose maintenant une incursion dans la problématique de la cybersécurité. La cybersécurité, ça n'est pas sans rapport d'ailleurs avec l'IA. Justement, j'enseigne l'arrivée de l'IA qui s'ajoute à la numérisation grandissante en fait des systèmes de transport. Va-t-elle significativement augmenter le risque cyber et comment parfaire la résilience ? Oui, merci de soulever cette question qui me semble tout à fait d'actualité et pertinente. Peut-être pour rebondir sur les réactions, interventions précédentes, on voit que le sujet de l'IA est assez large et pas mal en cours d'investigation dans le domaine des transports. En fait, depuis quelques années, on voyait cette IA, peut-être, j'allais la qualifier de traditionnelle, dans des sujets de type, je ne sais pas, véhicule autonome, là où il y a pas mal de capteurs, éventuellement des éléments de machine learning. Il y a dans les transports guidés, dans le domaine de l'aérien, cette intelligence artificielle depuis des décennies, bien avant qu'on parle de ChatGPT et équivalent, on l'utilisait, on l'appliquait. Et quelque part, cette intelligence générative, dite générative, comme on essaie de l'évoquer depuis quelques minutes, elle renforce cette idée que dans le secteur des transports, elle va être utilisée un peu partout. Donc ces systèmes d'IA, ils vont être de plus en plus présents. On a encore eu l'intervention de Comititre sur la lutte contre la fraude. Et lorsqu'on creuse un petit peu au-delà des différentes thématiques cas d'usage, on voit bien dans les interventions, là, comme ça a été mentionné là, à l'oral, que les données dont on parle sont de plus en plus soit importantes en volume. On parlait là de cet ordre de grandeur, 80 000 documents qui étaient éventuellement à traiter. Donc, quelque part, les éléments de volumétrie peuvent nous interpeller, mais même la nature même, le type de données peuvent aussi interroger, parce que là, on parle peut-être de données personnelles, de données commerciales, business, qui sont partagées. Ces systèmes d'IA, on voit bien qu'ils sont plus pertinents ou qui gagnent en pertinence éventuellement si on augmente le nombre de jeux de données, le nombre d'API connectés. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut s'interroger sur le risque cyber. Et pour répondre à votre question, et pour faire aussi le lien avec le partenariat avec Centrale Supélec, cette IA générative, elle nous interroge quand même parce que pour des personnes peut-être pas si bien intentionnées, l'IA générative, ça peut être aussi une manière de faire des attaques de manière beaucoup plus simple grâce à des chats GPT et autres. Et donc, le message, en résumé, c'est qu'il y a quand même ce lien entre IA et cybersécurité, le fait de se poser la question, vu le nombre de surfaces exposées entre guillemets aux cyberattaques, dans quelle mesure nos différentes applications s'appuyant sur l'IA ne doivent pas être réévaluées ou réinterrogées sous cet angle cyber.
Alors, s'il est un domaine où la cybersécurité est absolument primordiale, c'est bien celui des systèmes de contrôle-commande de type CBTC. Jean-Christophe Le Breton, comment pouvoir renforcer leur sécurité? Eh bien, il faut travailler. Et pour cela, concevoir des systèmes qui répondent à 4 objectifs majeurs de la loi de programmation militaire. Ces objectifs s'appliquent à tous les organismes d'importance vitaux. Je pense qu'il y a certains représentants ici. Ces 4 axes sont la capacité des systèmes à être administrés, la capacité des systèmes à émettre des journaux qui permettront de faire éventuellement de la détection d'incidents cyber, et on en parlera peut-être tout à l'heure, capacité des systèmes à contrôler les accès, de pouvoir être sûr, dans la mesure du possible, que les autorisations d'accès, que les privilèges qui sont donnés aux personnes qui sont en charge de la maintenance et des opérations sont maîtrisés. Et le 4e thème, c'est la défense en profondeur, c'est-à-dire de réduire la surface d'attaque des systèmes qui sont déployés. Donc là, je parle de manière très générique. Les systèmes d'automatisme se doivent de répondre à ces 4 critères, avec plusieurs niveaux de conformité à la loi de programmation militaire. Il en est de même pour tous les systèmes qui sont conçus par mes collègues ou par d'autres industriels. Ces 4 grands thèmes permettent de réduire la surface d'attaque. Dire qu'un système est invulnérable, c'est un mensonge, ça n'existe pas. L'objectif, c'est de réduire la surface d'attaque et d'augmenter le temps que pourraient mettre des potentiels hackers à intervenir ou à dégrader la performance d'un système, voire à corrompre sa sécurité. C'est comme un antivol de vélo. Si on en met 10, c'est plus long que si on en met un acheté chez Decathlon. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, si la cybersécurité est primordiale, bien entendu, pour les CBTC, elle est importante aussi parce que l'IA achètera elle-même des billets pour le compte de voyageurs. Mélanie Vessier, on a récemment eu à déplorer des attaques cyber sur des sites comme la SNCF, comme ADP. Comment parvenir à les contrer? Oui, alors... ça a été bien dit. En effet, nous on travaille avec donc beaucoup d'opérateurs, critiques comme ADP, SNCF, et donc de fait qui doivent avoir des systèmes très robustes et d'autant plus lorsqu'on parle d'agents IA qui vont commencer à acheter des billets de train, d'avion, réserver des hôtels à la place d'un usager. Et donc, pour ce faire, déjà, il faut que la cybersécurité soit by design. C'est pas moi. Soit by design. Ah, il y a un petit problème de micro. Merci. Donc, comme cela a été dit, c'est vrai que nous, on prône d'éviter le plat de spaghettis. Donc, déployer des API de partout, où on ne sait même plus ce qui est ouvert, ce qui est fermé, qui a accès, qui n'a pas accès. Et donc, augmenter un petit peu cette surface, ce risque d'intrusion. Et donc, grâce à ce qu'on est en train de mettre en place et qui vise à être utilisé par tous nos membres fondateurs à minima, c'est vraiment ce principe d'avoir un système bien structuré, de savoir quelle est la porte d'entrée vers l'extérieur, comment assurer que mes flux soient ouverts, voire même qu'ils soient ouverts uniquement dans un sens. On a travaillé pendant les Jeux Olympiques avec le ministère de l'Intérieur, où là, encore une fois, Jeux Olympiques, ministère de l'Intérieur, énorme risque de cybersécurité. Et donc, ce qui avait été dealé, c'était vraiment le principe de on ouvre les portes uniquement pour vous envoyer de l'information, vous ne nous envoyez rien, et dès que les JO se terminent, on ferme les portes. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que demain, les portes seront réouvertes. Mais à minima, c'était le cadre qui a permis que ça se passe bien. Tous les flux de données passaient par une seule place, même s'ils étaient issus de plusieurs opérateurs, que ce soit Aéroport de Paris, Accor, SNCF, des autocaristes, afin d'assurer le suivi des délégations journalistes, sportifs, etc., de leur arrivée à l'aéroport
jusqu'à la fin de leur trajet, donc soit dans un hôtel, soit au village des athlètes. Et donc ça a été, finalement on n'a pas entendu parler de nous, donc ça s'est bien passé. Et c'était vraiment cet enjeu-là de garantir cette cybersécurité. Ensuite, nous, même donc, pour déployer cette technologie, on se base sur un gros opérateur technologique, Amadeus, qui a des taux de SLA vraiment très très forts. Il touche de la donnée personnelle tous les jours, tout le temps. Et donc, c'est aussi un gage de confiance. Finalement, s'appuyer sur des acteurs qui limitent ce risque-là. Il y a des tests d'intrusion qui sont faits très très souvent par différents acteurs, notamment Air France, qui garantit de toujours tester et garantir d'éviter le risque. On travaille aussi à déployer la technologie de manière différente, soit hébergé par Amadeus, mais donc avec entre guillemets un potentiel risque d'intrusion par d'autres biais, soit de pouvoir l'intégrer directement chez soi avec ces règles que l'on souhaite y fixer pour limiter d'autant plus. Et donc finalement, c'est vraiment cet enjeu de maîtrise de nos outils qui permettent d'éviter ce risque et garantir la cybersécurité. Benjamin Maillard, vous avez entrepris une démarche tout à fait intéressante. Vous travaillez avec un partenaire, une société dont le nom est Cybermoustache. Et en fait, le principe, finalement, c'est emprunter le parcours d'un fraudeur, en vous positionnant comme un client qui voudrait acheter en fait un pass Navigo à tarification réduite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Alors, effectivement, c'est posé pour nous la problématique, puisqu'on savait que on avait un certain nombre de clients qui avaient des passes à tarification réduite et qui ne devaient pas l'avoir. La question est, par où les achetaient-ils ? Donc on pouvait voir effectivement sur Facebook ou autre un certain nombre d'annonces qui proposaient ces passes. Mais on avait un besoin de comprendre, si on veut bien lutter effectivement contre cette fraude, par où ils passent. Et on a trouvé effectivement cette agence qui s'appelle Cybermoustache et qui se place à la place d'un client et qui va réaliser pour le compte de Comititre de l'achat directement de passes contrefaits. L'objectif pour nous, c'est après de suivre en fait par où ils sont passés. Quels sont les types, qu'est-ce qu'on leur a demandé, qu'est-ce qu'on lui a demandé, est-ce qu'on lui a demandé une photocopie de sa carte d'identité, est-ce qu'on lui a demandé de fournir une photo, est-ce qu'il a dû payer en avance, est-ce qu'il a dû aller dans une cité pour aller récupérer son pass Navigo, et donc on a poursuivi encore pendant tout l'été, là on est encore en train, mais cette piste, et qui pour nous est assez instructif puisque on voit différents types de fraudes, on va dire, émerger. On voit un certain nombre de fraudes qui n'aboutit à rien. C'est-à-dire que finalement, une bonne partie aussi des annonces qu'on peut retrouver sur Internet ou par d'autres voies, Discord et ainsi de suite, tous les canaux divers et variés, finalement amènent à payer mais ne jamais à rien avoir en retour. Donc ça, c'est effectivement toute une partie aussi décevant pour nos clients. Et puis l'autre, c'est d'arriver à suivre l'ensemble des éléments qui sont fournis et qui peuvent aller à qu'est-ce qui a été utilisé pour aller générer les faux documents aussi. Quels sont les éléments? Est-ce que typiquement c'est une même photo qui a été fournie? On a retrouvé, on est en train de qualifier, alors j'en parlais tout à l'heure, mais pas vraiment, je n'ai pas été jusqu'au bout sur la partie IA, mais on valide à peu près chez Committit 1 million de photos par an pour émettre sur les cartes Navigo. Et donc aujourd'hui, c'est une activité qui était faite manuellement. Et on a développé du coup des process IA pour les qualifier de façon automatique. Et quand on a effectivement développé l'ensemble des algorithmes pour les vérifier, on s'est surtout rendu compte qu'on avait des images et des visages qui revenaient systématiquement. Et que finalement, on s'est rendu compte qu'on retrouvait par exemple 30 fois la même personne qui avait souscrit. Voilà, et donc du coup ça a attiré notre attention. Jusqu'ici, c'est pas quelque chose qui nous était effectivement sauté au visage, parce que parmi les 500 000, 600 000 souscriptions qu'on a par an, enfin sans compter les étudiants,
finalement, c'était une voie un petit peu comme ça qu'on ne voyait pas. Et donc, nous, Cybermoustache, pour revenir, l'objectif, c'est vraiment d'identifier par où il passe, dans l'objectif de lutter contre et d'essayer de fermer le plus possible les portes et de rediriger finalement les clients vers les bonnes agences Navigo qui leur permettent de bien souscrire. Alors, on le voyait à l'instant, et même encore avec ce que vous nous disiez là, il y a un lien évident entre l'IA et la cybersécurité. Justement, Jean-Christophe Le Breton, comment pourrait-on gérer le risque cyber à l'aide de l'IA pour détecter, par exemple, les incidents ou faire du monitoring de vulnérabilité ? Les systèmes que l'on conçoit génèrent énormément de données. Que ça soit, donc, si je parle des systèmes industriels de type automatisme, des données qui sont générées par le réseau, des données qui sont générées par les automatismes, par des serveurs, par les opérateurs, toutes sortes de données qui sont ensuite qui génèrent de l'information. On parle vraiment de beaucoup de données qui sont globalement relativement indigestes pour le commun des mortels. L'idée de l'utilisation de l'IA, c'est d'insérer dans le système un équipement, un outil qui permet de monitorer le trafic, de monitorer les journaux de cybersécurité, de monitorer toutes les interventions, de créer des patterns d'usage habituels, et puis ensuite de pouvoir détecter grâce à de l'IA, on va dire ça de l'IA de manière un peu simple, mais c'est un petit peu plus complexe que ça, de pouvoir détecter des situations qu'on va qualifier d'anormales, et puis ensuite de pouvoir générer à des opérateurs ou plutôt à des prestataires qualifiés des alarmes et ensuite associer à ces alarmes des procédures de maintenance, de réduction du risque, toutes sortes de risques. Donc en fait l'IA permet d'ingérer ces quantités de données et de pouvoir en faire quelque chose. La question, c'est, vous l'avez dit, tout est question de données, donc de qualité. Donc il faut pouvoir quand même avoir une certaine définition de ce que sont ces données qui sont générées. Il ne s'agit pas juste de fournir tout un paquet comme ça dans un entonnoir et pour espérer récupérer de l'information. Il faut quand même maîtriser la donnée qui est fournie, la structurer pour ensuite pouvoir en générer de la valeur. Et si cette valeur, c'est une détection d'incidents cyber, c'est bien l'objectif voulu. Donc, il y a un outil qui s'appelle Core Shield OSA, développé par Siemens, qu'on déploie sur certaines lignes de métro, pas en France encore, mais peut-être un jour, à cette fin-là. Jean Singh, vous représentez l'État quelque part. Que fait l'État en matière d'IA et de cybersécurité ? Un règlement national et européen se met en place, mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Oui, peut-être sur le rôle des pouvoirs publics, que ce soit d'ailleurs l'État, le ministère des Transports en France, mais même au niveau européen. Un petit point sur ce sujet-là, avec peut-être une posture de manière classique. On pose un cadre juridique, et donc au niveau européen, je le mentionne, mais tout le monde l'a sans doute à l'esprit, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a cet AI Act, ce règlement européen, qui a été publié il n'y a pas si longtemps, à l'été 2024, sauf erreur, avec un sujet quelque part en cours de mise en œuvre. Alors je ne vais pas m'amuser à essayer de le présenter de manière extensive, vu le document qui fait, je crois, plus de 200, ou pas loin de 200 pages, avec une centaine d'articles, mais simplement mentionner que, pour répondre à votre question, dans ce rôle des pouvoirs publics et à travers ce document, ce règlement européen AI Act, il y a par exemple, mais de manière non exhaustive, le fait de mettre en avant des pratiques interdites, ça c'est l'article 5, et pour vous donner des exemples, les notions de notation sociale sont des pratiques interdites par le règlement européen. Un exemple un peu différent, la police prédictive est aussi interdite, donc pour ceux qui ont vu Tom Cruise dans Minority Report, c'est un peu ça, me semble-t-il, le fait de pouvoir, de manière un peu futuriste, le fait de pouvoir anticiper des comportements et pouvoir réprimer ça. Et au-delà de ces pratiques interdites, toujours pour répondre à la question du rôle des pouvoirs publics, il y a toute une
une organisation, une gouvernance qui est en cours de mise en place. Et donc, c'est soit sur des sujets assez transverses, un ensemble d'administrations et même d'autorités publiques sont désignées ou sont en cours en tout cas de désignation pour mettre en œuvre ce règlement européen. Et donc il y a entre autres la DGCCRF, la DGE du côté du ministère de l'économie, des entités, des autorités que vous connaissez bien, la CNIL, l'ARCOM entre autres. Et puis juste un petit mot rapide sur le sujet des transports. Vu que c'est une conférence sur le secteur des transports, je mentionne à toute fin utile le fait que ce sujet, cette thématique des transports fait bien partie du périmètre identifié par le règlement européen AI Act. Dans une annexe 1, on mentionne, bon, c'est un sujet parmi d'autres, les installations à câbles. La DGTM est notamment une administration en charge de ce sujet. Et dans l'annexe 3, parmi les différents items listés, on parle des infrastructures critiques, dont le sujet de la route, du trafic routier. Donc voilà sur quelques éléments sur ce texte, règlement européen AI Act, et peut-être assez rapidement un autre texte qui est un petit peu différent, un peu plus ancien, une directive européenne dite NIS, Network Information Security, si j'ai bonne mémoire, de 2022, qui là encore vise à encadrer de manière très cadré, juridique, le sujet de la cyber, avec le fait d'étendre d'ailleurs le périmètre. Le sujet des transports était déjà visé dans la première génération de la directive. D'autres entités ou secteurs ont été ajoutés, élargis. Et donc, lorsqu'on lit en filigrane cette directive sur la cybersécurité, je relève notamment le fait qu'on doit mobiliser pour les entreprises concernées le niveau comité de direction. Donc, pour ceux qui sont concernés peut-être dans la salle, ça interroge le fait qu'il y ait des sanctions pas négligeables, je crois, en millions d'euros ou en pourcentage de chiffre d'affaires, le fait de procéder à toute une série de notifications, alertes ou rapports provisoires ou définitifs, des éléments d'audit. Donc c'est des sujets qui sont assez largement encadrés sur le plan juridique. Et peut-être juste un dernier petit mot. Au-delà de ce rôle des pouvoirs publics très classique, traditionnel, juridique, un petit mot sur les aspects d'accompagnement aussi de l'innovation. Là, je reviens un petit peu à ma casquette DGTM. Parmi les sujets que nous portons, il y a une agence de l'innovation pour les transports qui porte un programme Propulse. Et parmi les idées de cette agence, c'est le fait justement de pouvoir accompagner les porteurs d'innovation, notamment en termes d'intelligence artificielle. Et donc, bon, là, c'est trop tard pour cette année, parce que la clôture était vendredi dernier, mais il y a tous les ans une campagne, un appel à projet quelque part pour détecter puis identifier des lauréats qui seront accompagnés par l'administration pour essayer de travailler sur tel ou tel sujet, dont l'intelligence artificielle. Alors on referme le chapitre de la cybersécurité pour nous concentrer sur les nouvelles perspectives ouvertes par l'IA. Benjamin Maillard, à partir d'IA générative, vous avez mis en place un chatbot qui développe en langage naturel, qui dialogue en langage naturel avec le client et qui a fait grimper l'indice de satisfaction apparemment de 35 à 95%. Comment l'IA permet-elle d'améliorer la relation client à la fois par la pertinence et l'accélération des réponses apportées et par la remontée des alertes en temps réel? Alors, effectivement, il y a un petit peu deux axes sur l'amélioration de la relation client via l'IA. Le premier axe, c'est l'accès à la bonne réponse au bon moment. Donc, au travers du site Je gère ma carte Navigo, on avait historiquement un chatbot qui était réalisé sous forme d'un arbre de décision et qui apportait finalement très peu de satisfaction aux clients. On avait un nombre de réponses de taux de satisfaction qui était inférieur à 30%. Donc ça veut dire que globalement, on ne répondait pas correctement aux clients. Il y a maintenant 1 an et demi, on a mis en place du coup un chatbot via IA générative qui se base sur l'ensemble des CGVU, l'ensemble des conditions et puis nos process métiers, qui est disponible dans les parcours de souscription ou dans les parcours de SAV et qui permet d'apporter les réponses aux clients. Les deux réponses les deux questions qui sont les plus posées aujourd'hui par les clients, c'est où est-ce que je peux télécharger mon attestation Navigo. Ça, c'est la première. Voilà. Mine de rien, c'est un nombre de questions
non négligeable. Je pense qu'on a 600 000 téléchargements d'attestations Navigo au 1er janvier avec les hausses tarifaires. Donc les gens ont envie de se faire rembourser les nouveaux tarifs au 1er janvier. La deuxième, c'est comment est-ce que je fais pour souscrire mon forfait pour Imaginaire lorsque je suis scolaire et étudiant. Donc ça veut dire qu'effectivement, les gens ne savent pas comment est-ce qu'ils vont souscrire. Et les questions sont finalement assez basiques. Et on a eu une augmentation de taux de satisfaction de l'ordre de 90% sur ces deux réponses. Et ce qui on a estimé qu'on a à peu près économisé à peu près 36 000 appels téléphoniques sur l'année 2024. Et on a effectivement un ROI pour le client puisqu'il a la réponse de façon instantanée. Et en plus, il y a un ROI puisqu'il ne nous a pas effectivement appelé. Et donc, du coup, on n'a pas eu à lui répondre directement. L'autre axe sur la partie service client, elle est un peu plus en back-office. L'ensemble l'IA nous a permis de retranscrire une bonne partie des conversations de façon orale vers l'écrit qu'il y a entre nos téléconseillers et le client qui appelle. Alors, ça a deux vertus. Le premier, c'est que ça permet de faire des REX aussi au travers des agents lorsque ça se passe mal sur une conversation avec un client et des conversations qui peuvent être très longues puisque aujourd'hui nos agents ont interdiction de raccrocher au téléphone. Donc c'est le client qui doit raccrocher. Donc un client qui n'est pas content, ça peut durer 1 heure. Au bout du téléphone et au bout d'un moment effectivement faut faire un REX et l'écrit permet d'aller se positionner sur l'endroit et d'analyser les réponses qui ont été apportées et de se dire quel est le comportement qui aurait dû être apporté. L'autre élément, c'est que ça permet aussi de rectifier parfois des langages qui sont apportés par nos différents agents, vérifier que toutes les formules de politesse sont bien données, que toutes les conversations commencent toujours bien par bonjour et autres. Donc ça permet d'améliorer la relation client, de vérifier aussi que les prononciations sont les bonnes. Voilà, nos centres de relations clients ne sont pas forcément en France, donc ça permet d'avoir ce vrai retour. L'autre élément, c'est que ça nous permet aussi de positionner des alertes. C'est très compliqué de positionner des alertes sur de l'oral. La transcription écrite, ça nous permet d'analyser en temps réel les retranscriptions qui tombent directement dans la relation client et d'avoir des mots-clés qui ressortent du style « je n'ai pas réussi à souscrire »,« je ne comprends pas »,« le site n'est pas en ligne » et ainsi de suite. Et nous, d'avoir une remontée directement en fait, de nos centres de relations clients qui va escalader pour directement arriver chez nous à l'exploitation, à l'administration et d'aller détecter finalement le problème plus rapidement pour le résoudre. Donc c'est ces deux axes, un axe qui est beaucoup plus sur du front, qu'on va retrouver au travers des frontaux web, et puis un axe plus back, sur tout ce qui va être l'exploitation de l'IA pour la retranscription écrit, orale, et l'amélioration de la relation client. Voilà qui s'annonce effectivement très, très prometteur. Toutefois, l'arrivée de l'IA n'est pas sans générer quelques inquiétudes dans le monde de l'entreprise. Jean-Christophe Le Breton pour Siemens Mobility France, comment finalement lever ces inquiétudes? Comment définir une stratégie de conduite du changement? Comment gérer cette question RH finalement? Oui, parce que si je fais un sondage dans la salle, qui est pour le déploiement de l'IA de manière massive dans la société? On peut le faire pour voir. Il n'y en a pas beaucoup. Si peu. Et donc cette question, cette dualité, on doit y faire face parce que on n'a pas trop envie, mais en même temps, je pense qu'on est obligé. Et cette dualité, on doit y faire face aussi. Donc, je dois y faire face personnellement, parce que je pense qu'une société dirigée par de l'IA n'est pas forcément une société qui fait envie. Et puis, les ingénieurs aussi ont peut-être des craintes sur le fait que leur emploi peut être menacé à terme, puisque remplacé par des agents, que les services, les fonctions support puissent aussi être remplacées, parce que remplacées par des agents ou des chatbots ou que sais-je. Et donc c'est cette transformation de la société et puis plus spécifiquement des entreprises est quelque chose à considérer quand on veut déployer de l'IA et quand on veut générer de la valeur, encore une fois. Un industriel doit générer de la valeur. Et donc c'est une question qui doit être vraiment prise à bras-le-corps
faire comprendre qu'aujourd'hui, l'IA n'a pas vocation à remplacer les ingénieurs ou les personnes de manière générale, mais plutôt à mener un support et à transformer les métiers au fur et à mesure. Si je parle de développeur logiciel, un développeur logiciel aujourd'hui ne sera pas le même qu'un développeur logiciel dans 5 ans. Par contre, il sera probablement toujours là. Donc cet accompagnement, la formation qu'il faut également faire, et puis de construire un peu le chemin de manière collective vers le déploiement un peu plus généralisé de l'IA, parce que, comme encore une fois, on ne pourra pas lutter contre cette machine énorme qui arrive. Et donc il faut le faire avec cette conscience-là des risques sociaux, des risques RH, mais aussi des opportunités de transformation de nos métiers et vers quelque chose qu'on va espérer de positif. Oui, alors outre l'adhésion des collaborateurs pour faire fonctionner correctement une IA, il y a aussi la nécessité, j'enseigne, de pouvoir disposer de données de qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce sujet qui n'est pas forcément toujours évoqué ? Oui, complètement. D'ailleurs, le titre de cette conférence qui porte sur l'IA et la cybersécurité n'évoque pas explicitement le sujet de la donnée. Bon, on l'a comme un peu évoqué en filigrane, mais une fois qu'on rappelle que cette intelligence artificielle, elle s'appuie pour son entraînement sur des données, beaucoup de données, d'ailleurs, on l'a évoqué à quelques reprises, il y a quand même cette problématique de ne pas se ruer, enfin, me semble-t-il, sur le fait d'avoir une sorte de baguette magique intelligence artificielle, en espérant avoir un ROI, etc., etc. Si en fait en amont, on n'a pas non plus investigué ce sujet de la data. Et donc il y a différents peut-être sujets sur la data. Elle peut être effectivement, la donnée, on peut l'espérer de qualité, donc sur des sujets techniques, vérifier qu'elle répond éventuellement à des normes, répond à des éléments de modèles de données. Il y a aussi des enjeux en termes d'interopérabilité. Donc, on peut d'ores et déjà, sur des aspects techniques, prendre un peu de temps, me semble-t-il, pour recenser et essayer de qualifier les jeux de données pour vérifier qu'ensuite, lorsqu'on applique une IA, on peut en sortir peut-être quelque chose. Mais c'était, je pense, de manière large, une sorte de, je sais pas, j'allais dire, point de vigilance ou suggestion de regarder également sur d'autres sujets, et notamment en termes juridiques, parce que cette donnée, comme on l'a évoqué lors des discussions précédentes, elle peut avoir une caractéristique juridique. Lorsqu'on parle de données personnelles, il y a un cadre juridique. Je n'ai pas mentionné le RGPD tout à l'heure, mais c'est un autre cadre européen. Il peut y avoir des données peut-être liées au secret des affaires, ou à une sensibilité business. Donc voilà, il y a quand même le fait de réfléchir à ces sujets. Et donc, pour ces différentes raisons, il y a quand même lieu, pourtant une perche à ma voisine, de réfléchir à la manière de partager des données de manière sécurisée, interopérable, souveraine si possible, pour pouvoir ensuite aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Donc voilà, je ne pense pas qu'il s'agisse de faire l'un ou l'autre, mais voilà, une sorte de point de vigilance, ne pas, je pense que je prêche des convaincus dans la salle, le fait de aussi regarder le sujet de la data, un sujet qu'on n'évoque pas forcément explicitement. Alors, on le disait tout à l'heure en préambule, après l'IA générative, on fonde de grands espoirs sur l'IA agentique. Mélanie Vessier, comment se présente aujourd'hui la déclinaison agentique de l'intelligence artificielle et quel cas d'usage envisagez-vous pour elle ? Oui. C'est vrai que du coup le petit questionnaire ne me rassure pas sur ce que je m'apprête à dire, mais n'ayez pas peur. Il va y avoir 2 ou 3 personnes, hein, c'est tout. On va essayer. Non, en effet, par contre, enfin voilà, je partage complètement ce que Jean a dit. Il faut, nous et avec nos membres, on est vraiment parti du postulat de ne pas se ruer vers des solutions d'IA sans avoir réfléchi au préalable au cadre, que ce soit au cadre de gouvernance, en effet, la qualité de la donnée aussi, mais également la gouvernance, mais aussi la traçabilité, savoir voilà qu'est-ce que l'IA a le droit de faire ou pas, où sont ses limites, et donc commencer d'abord à travailler à ça avant de déployer massivement et opérationnaliser. Donc qu'est-ce qu'un agent IA ? Donc aujourd'hui, l'IA agentique, c'est le principe d'aller un peu plus loin dans ce que peut faire l'intelligence artificielle. Pardon pour ceux qui le savent déjà, mais globalement, ils vont planifier, décider et agir de manière autonome, une fois qu'on leur a bien sûr laissé les droits de le faire. Et ce, dans un but prédéfini, soit par un opérateur, soit par une entreprise, soit par l'usager final.
Et donc, ce qui réside dans son efficacité, c'est vraiment la qualité de ce qu'on lui donne et non plus la quantité, ce qui peut être le cas pour de l'IA générative. Et donc voilà, aujourd'hui, on travaille à cette IA agentique sur quelques cas d'usage, notamment sur la partie voyageurs, ou comment, grâce à ces agents-là, je peux faire en sorte que, avec un agent orchestrateur supra, je communique entre différents agents qui sont en charge de mes différents SAV, enfin, notamment le service après-vente d'un SNCF, d'un Air France, d'un groupe Accor qui se charge des hôtels, de sorte à, par exemple, en cas de disruption, plutôt que d'avoir mon train annulé le jour J et de ne pas avoir d'autres solutions à ma disposition autre que le train, là, être en mesure, grâce à cet agent, de dire, OK, le train, c'est pas possible, mais pour autant, tu peux prendre, tu peux dormir dans un hôtel Accor, le lendemain prendre l'avion, et ce pour un montant prédéfini, avec bien sûr une contractualisation commerciale qui sera faite en amont. Voilà, alors on va peut-être développer cet aspect-là un tout petit peu plus tard dans le cadre de votre projet Gen 4 Travel. Voilà. Mais on va continuer pour le moment dans la prospective avec Benjamin Maillard. Après l'IA générative, donc vous développez vous aussi une démarche agentique où des agents virtuels, éventuellement de sociétés différentes, dialogueront ensemble pour proposer en fait les meilleures réponses. Est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu comment tout ça va s'organiser ? Je vais effectivement essayer un peu d'expliciter les propos de Mélanie sur l'IA agentique et tel que nous, on l'a traduit chez nous. Il faut bien se rendre compte qu'effectivement, l'IA agentique, c'est une vraie différence par rapport à l'IA générative. L'IA agentique, ça va être un certain nombre d'agents qui vont dialoguer ensemble et qui vont avoir des objectifs très différents. Typiquement, chez Communititre, on va avoir développé des IA qui vont dialoguer avec les différentes API qui vont interagir avec notre base de données centrale qui, chez nous, s'appelle le SIG, qui contient l'ensemble des informations sur les clients, qui contient leur état de paiement, où est-ce qu'ils habitent, et ainsi de suite. Et puis, on va avoir aussi des agents qui connaissent parfaitement en fait, les conditions générales de vente, et donc qui vont être plutôt des agents de type RAG et qui vont savoir répondre à toutes les questions qu'on va avoir. Est-ce que je peux résilier mon Navigo annuel si je suis malade et que c'est le 1er du mois, ainsi de suite. Et puis on va développer des agents qui vont être un peu plus orchestrateurs et puis qui vont jouer différents rôles. Ce rôle, ça peut être un rôle d'agent type SNCF, RATP ou autre, et de répondre à la question du client. Et donc on va lui demander d'interagir et de réagir comme cet agent. Et lui, il va utiliser les différents outils. Mais cet agent, on ne lui dit pas « tu utiliseras cet outil-là pour aller faire ci, pour aller faire ça ». Il va dialoguer en fait avec les autres agents, il va lui dire « mais toi, tu sais faire quoi ? Toi, tu sais faire quoi ?» Et donc, puisque tu sais faire, donne-moi ça, donne-moi ci. Et c'est lui qui va effectivement orchestrer les différents appels et qui va après générer soit la réponse ou l'action. L'action, peut-être s'il a à disposition des outils, d'envoyer un mail, d'enregistrer une communication, de pré-rédiger. Aujourd'hui, on a 2 axes, nous, qu'on développe dans la partie agentique. Le premier, c'est d'établir un dossier qui soit préqualifié pour le véritable agent qui va répondre au client. Donc, on reçoit environ à peu près 1000 courriers par jour et on reçoit à peu près 2000 mails de clients par jour qui nous posent des questions. Et donc, du coup, on a à peu près 200 téléconseillers qui répondent en permanence. L'objectif, c'est de diminuer le temps et améliorer la qualité des réponses. Donc, quand on a une demande qui arrive, on va aller préparer en fait l'ensemble des éléments pour que l'agent il ait devant lui l'ensemble des éléments qui permettent de répondre au client. Il faut savoir que c'est rarement simple de répondre au client. Le client, il est passé en agence, il a appelé au téléphone, il a écrit un courrier, et on se retrouve avec une multitude d'informations. Et cette multitude d'informations, pour l'agent qui va répondre au client, ça prend du temps en fait d'analyser. Si maintenant il a un agent qui lui prépare l'ensemble des éléments, d'un seul coup, il va effectivement voir devant lui un rapport qui va lui permettre de rédiger la réponse et d'aller directement en fait répondre au client avec une information qui sera plus précise.
L'autre chose, c'est que ce qu'on souhaite, c'est avoir des agents qui vont essayer de répondre le plus automatiquement possible aux clients. Il y a beaucoup de questions qui s'arrêtent au niveau 1, qui sont « Ah ben, j'arrive en Île-de-France, je ne sais pas ce que je dois prendre comme forfait. » Et finalement, la réponse, elle est assez classique, elle est assez basique. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément beaucoup d'intelligence humaine derrière pour produire la réponse. Et donc, ce qu'on veut, c'est utiliser un agent qui va les qualifier, en fait. Est-ce que la question, elle est compliquée? Est-ce qu'elle est simple? Est-ce qu'elle doit nécessiter ou non différentes interactions? Si la réponse est non, alors je vais pré-rédiger la réponse au client, et à ce moment-là, l'agent vérifiera uniquement la réponse au client et enverra directement la réponse au client, soit par mail ou autre, hein, peu importe. Donc pour nous, effectivement, cette démarche-là, elle ouvre la voie à une diminution et une automatisation assez forte des réponses, et on espère aussi une amélioration de la qualité, puisque les agents auront à disposition, les agents humains auront à disposition beaucoup plus d'informations qu'ils n'arrivent à l'avoir. Aujourd'hui, dans ce qu'on en est, en tout cas des différents POC, on aperçoit que les réponses basiques, je pense qu'on arrivera à être plus performant avec une approche agentique qu'avec un agent qui répond de façon textuelle. Par contre, sur des niveaux 2 ou des niveaux 3, l'intervention humaine, elle sera nécessaire parce que, effectivement, ça fait interagir différents éléments, différentes personnes. Et donc, il va falloir continuer à creuser pour pouvoir avoir des réponses. Alors, une question néanmoins se pose, c'est celle du coût de l'IA, qui est difficilement quantifiable aujourd'hui, et puis celle de son impact énergétique. Jean-Christophe Le Breton, comment pourrait-on prendre mieux en compte ces deux aspects? Eh bien, je ne sais pas. C'est le même que sujet que la thématique sur la dualité, problématique sociale. Problématique énergétique qui est posée par l'utilisation massive de l'intelligence artificielle. Jean-Claude Jancovici en parle en long et large en travers de ça. Est-ce qu'il est intelligent d'utiliser la ressource finie, la ressource énergétique finie dont on dispose à l'intelligence artificielle ou à d'autres choses? Eh bien, je n'ai pas la réponse et donc je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Cependant, on peut quand même réfléchir à utiliser de manière prioritaire des agents, des LLM, des IA frugales, des entreprises françaises, Mistral pour ne pas les citer, qui travaillent particulièrement sur ce genre de sujet, de manière à avoir des agents, des IA de manière un peu générale, qui sont moins consommatrices d'énergie que d'autres LLM. D'utiliser vraiment à bon escient uniquement, et puis aussi mesurer. Beaucoup de communication est faite sur l'impact positif de la mobilité et sur les efforts qui sont faits pour réduire l'empreinte carbone de toutes les industries. Aujourd'hui, je ne sais pas si une communication est faite par les entreprises, dont la mienne, sur l'impact énergétique qu'a eu le déploiement massif de l'IA dans tous les métiers, en particulier dans l'ingénierie. Donc c'est une question ouverte. Honnêtement, je n'ai pas la réponse et je ne sais pas si quelqu'un l'a dans la salle, mais allez-y. Moi, je ne sais pas. Voilà. Mais vous-même, Jean V, vous focalisez également beaucoup au nom de la DGITM sur la transition énergétique. Comment, selon vous, ne pas utiliser l'IA à tort et à travers? Et pourriez-vous nous développer un peu ce concept justement d'IA frugale? Oui, complètement. C'est vrai que dans cette conférence, on a évoqué à quelques reprises le sujet des cas d'usage, important de réfléchir sur l'utilité de l'IA pour tel ou tel cas d'usage. Et dans le secteur des transports, il y a quand même des objectifs qui devraient, j'espère, tous nous driver. Les sujets, par exemple, de décarbonation, les sujets d'adaptation. Et donc, il y a un premier sujet qui aurait pu être en filigrane, l'IA pour les objectifs de transition écologique. Et en même temps, et donc je prolonge quelque part l'intervention précédente, au-delà de AI for Green, il y a aussi le sujet Green AI, quelque part la part
la responsabilité au sens environnemental de cette intelligence artificielle. Et c'est là où je suis assez largement d'accord. On n'a pas des éléments si détaillés. Dans les éléments que j'avais préparés ou que j'avais eu ou que j'ai vu passer, tout d'abord, avant même de parler de l'IA, sur le poids du numérique, il y a une étude ADEME-ARCEP de 2025, enfin révisée, elle était de 2023, je crois, révisée récemment, qui est évaluée à 4,4% la part du numérique en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Vous pourriez me dire que 4,4%, ce n'est pas énorme. Le secteur des transports, notre secteur, c'est plutôt un ordre de grandeur de 30. Le ministre Beaune disait qu'on avait du coup 30% de la solution. Mais au-delà de la part du numérique, si on parle du sujet juste de l'IA, assez peu d'éléments de connaissance. Malheureusement, et comme c'est un sujet relativement récent, lorsqu'on parle de ce chat GPT, sauf erreur, c'est une histoire de 2022, enfin d'il y a quelques années, et donc les études récentes ne nous permettent pas d'y voir si clair. Dans les éléments que j'ai, et qu'on pourra aussi partager en asynchrone, il y a une étude d'il y a quelques années qui évaluait à 500 tonnes environ de gaz à effet de serre, de CO2, pour un chat GPT 3, mais qui n'est donc pas la génération actuelle de ChatGPT. Et donc, comme dans le domaine de la tech, je ne vous l'apprends pas, les choses vont très vite. Ça pose question sur l'impact en termes de CO2 pour ces LLM, que ce soit ChatGPT ou d'autres, lorsqu'on augmente notamment les éléments de paramètres. Et au-delà juste des émissions de gaz à effet de serre, ces fameuses tonnes de CO2 équivalent, vous l'avez aussi, je suppose, à l'esprit, il y a d'autres problématiques. La ressource, la consommation en eau, parce qu'il y a des data centers, éventuellement les sujets des terres rares, l'étain, entre autres. On peut se poser aussi la question. Sauf erreur, je crois que Mistral a, en début d'année, fait une analyse en cycle de vie de manière assez poussée, enfin plus poussée peut-être que d'autres acteurs nord-américains. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut continuer à regarder. Et donc, pour répondre à la question, sur cette IA frugale, on peut mentionner, si vous ne l'aviez pas à l'esprit, un référentiel qui a été publié par nos collègues du CGDD, du Commissariat Général au Développement Durable, par Ecolab, notre lab d'innovation sur ces sujets-là. Et donc, dans ce référentiel public, il y a des éléments de définition pour essayer de poser voilà, par écrit ce qu'on peut entendre par système d'IA et notamment frugal. Donc, je vous laisserai consulter ça. Il y a aussi ça, c'était un référentiel qui a été publié l'an dernier, en mi-d'année 2024. Plus récemment, un certain nombre de bonnes pratiques, je crois, ont été publiées également. Un autre document en juin 2025. Mais dans les éléments, quelque part de fond, et sur les suggestions, les recommandations, c'est ce que vient de préciser mon voisin il y a quelques minutes. C'est juste des éléments de bon sens avant d'en faire une sorte de totem, de chercher un LLM bazooka, se poser la question, est-ce que pour tel cas d'usage, une IA traditionnelle est adaptée, suffisante, ou est-ce que même il y a besoin d'une intelligence artificielle pour forcer un peu le trait de manière caricaturale, si en fait pour des aspects de recherche documentaire, faire juste une ou deux requêtes sur Google suffit. Il n'y a peut-être pas forcément besoin non plus d'IA, mais voilà, c'est ces éléments de bon sens, se poser la question de la pertinence de recourir à une IA, éventuellement réfléchir sur les bonnes pratiques et aussi faire attention aux limites planétaires, parce qu'une fois encore, voilà, sur le numérique, il y a des sujets de ressources en eau, ressources sur les métaux. Alors justement, en février dernier, là, au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, qui a réuni une centaine de pays, dont la France a défendu tout particulièrement l'aspect environnement. Vous pourriez nous parler un peu de ces partenariats à l'international ? Oui, rapidement. Là encore, c'est nos collègues d'Ecolab qui sont en première ligne. Mais comme vous le savez sans doute, en début d'année 2025, il y a eu cette grande actualité, ce sommet international sur l'IA. Et parmi les sujets qui ont été discutés et qui ont fait l'objet d'une annonce, il y a cette coalition pour une IA durable, on pourrait dire aussi peut-être frugale. Et donc l'idée, c'était de, quelque part, mettre en avant cette problématique Green AI, la responsabilité de l'IA sur les sujets environnementaux. Et comme c'est du sujet transverse, planétaire, ça avait du sens, me semble-t-il, que d'en faire un sujet de coalition
Donc ça a été discuté et poussé par la France, et cette coalition va se réunir à nouveau, à ma connaissance, dans quelques mois, en février en Inde. La France est un membre actif d'un groupe de travail pour essayer de pousser, sensibiliser l'ensemble des partenaires de cette coalition, je crois une centaine de partenaires, sur le fait de réfléchir à la responsabilité environnementale dans ce sujet de l'IA. Mélanie Vessier, vous avez développé dans le cadre de EONAX un projet tout à fait intéressant qui s'appelle John for Travel. Il s'agit d'orchestrer finalement des agents IA de vos partenaires pour rebooker finalement un voyageur en cas de disruption de son voyage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits détails sur la manière dont tout ça fonctionne ? Oui, en effet. Et pas que, du coup, on ne fait pas que la disruption, justement. C'est toute la valeur ajoutée de cette fameuse IA agentique. Alors, on s'est entouré de plusieurs partenaires, notamment sur la partie LLM dont on a parlé, plutôt français, notamment pour des questions de souveraineté. On travaille aussi avec du cloud souverain et des équipes métiers, dont j'ai abordé les noms, que ce soit Aéroport de Paris, etc. Et donc, c'est comment transformer un petit peu un parcours pour un usager et aller jusqu'au sans couture. Donc, que ce soit pour des questions de disruption, comme ce dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été abordé, donc grâce à un agent IA orchestrateur, donc un SAM, un Small Action Model, qui est entraîné lui aussi uniquement sur des données de qualité, donc grâce à ce fameux data space, cette couche middleware qui permet d'avoir de la qualité et pas que de la quantité, qui est entraîné sur ça, qui va discuter avec ses homologues, Benjamin l'a bien expliqué, dans chacune des entreprises, et qui va amener donc une action. Tout l'avantage aussi, on parlait de frugalité, c'est que tout ça ne nous oblige plus à créer un nouveau front, à faire en sorte que l'usager doive discuter avec un nouvel agent, à télécharger une nouvelle application. C'est pas du tout l'objectif, et c'est justement plutôt de faire profiter des acteurs déjà en place, des technologies, des possibilités, des services des autres partenaires. Et donc que via mon SAV d'Air France, j'ai accès à la disponibilité des hôtels Accor, par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment ça l'objectif. Donc ça, c'est cet aspect rebooking, mais il y a également tout l'enjeu des PMR, faire des personnes à mobilité réduite, où aujourd'hui, c'est quand même plutôt compliqué. À chaque fois qu'on change d'opérateur, on doit de nouveau déclarer son handicap. C'est pas toujours de la même manière qu'on doit le faire. Pas toujours sur la même plateforme non plus, et donc là aussi une valeur ajoutée de l'agent de l'IA agentique, qui va permettre, grâce à une information remontée à un opérateur A, de la transmettre à l'opérateur B, C, etc. Et donc d'avoir un parcours plus fluide. On parle aussi de tout ce qui est lien entre transport et tourisme pour les déplacements professionnels en extérieur de son domicile, et donc pouvoir bénéficier de plus de services grâce à ces agents IA. Et tout ça, aujourd'hui, John for Travel, ce qui est important, et je parlais de souveraineté, et tout ce qu'on crée, tout est open source, que ce soit sur la partie échange de données, mais ça le sera également sur la partie IA, pour justement faire en sorte une sorte de boîte à outils qui serait partagée avec la communauté pour qu'elle puisse alimenter et pour qu'elle puisse servir à d'autres cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas envisagés. Je discutais récemment avec des collectivités qui font le constat aussi. Aujourd'hui, elles ont X opérateurs sur leur territoire, et finalement, du SAV de bout en bout, ça peut être compliqué. Du coup, en ayant travaillé sur ce fameux titre unique, déjà c'était compliqué juste pour l'information voyageur, alors aller jusqu'au SAV, c'est tout un autre sujet. Et finalement, voilà, ça permet de débloquer des cas d'usage auxquels on n'aurait pas imaginé. Et pour finir sur la partie frugalité aussi, l'avantage de ce fameux data space à qui on intègre de l'IA, c'est que vu que les données ne sont pas remontées au sein d'une même plateforme, ça évite la duplication, et donc ça permet aussi d'éviter d'avoir à entretenir des énormes clouds, et d'autant plus si on fait du LLM par-dessus, quoi. Bien. Eh bien, le temps est venu maintenant de donner la parole à l'auditoire. Qui aurait une question à poser à nos intervenants ? Monsieur, merci de vous présenter brièvement avant de poser votre question.
Oui, bonsoir. Donc je casse la glace. François Destribois, je suis le président d'Hitachi Rail Systems France. Donc je connais certains d'entre vous. Et j'avais une remarque ou une considération et une question. Il y avait un aspect RH qui a été soulevé par Jean-Christophe, je crois. Et comme j'étais un des seuls qui a levé la main quand vous avez dit qui y croit, enfin, moi j'y crois et je pense qu'on n'a pas vraiment le choix et le fait que l'IA va être vraiment massive. Et moi, au sein de ma société, et je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, moi, je suis un très fort promoteur de l'acculturation à l'IA et de se servir de cet outil et pour prendre de l'avance. On est dans un monde concurrentiel, je dirais une société privée. On ne va pas attendre que nos concurrents fassent mieux que nous. C'est impensable. Voilà. Et donc, je n'étais pas forcément dans cette idée que, oui, il y aura peut-être un emploi qui va être remplacé par un autre. Je ne suis pas vraiment si sûr que ça. Je pense qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Je pense que, notamment dans les sociétés de conseil, heureusement, j'espère qu'il n'y en a pas trop ici. Ça va être compliqué. Les sociétés d'avocats, ça va être compliqué. Ils sont en train de changer leur mode de facturation. Je pense que vous êtes au courant. Donc voilà, il y a des choses qui se passent et que ça nous plaise ou non. C'est ça que je voulais dire en fait. C'est pour ça que je parle d'une considération. Que ça nous plaise ou non, c'est en train d'arriver. Donc plutôt que de le subir, à mon sens, il faut peut-être plutôt prendre de l'avance par rapport à nos concurrents. Mais ça, c'était plus une considération. Et si vous n'êtes pas d'accord, je suis ravi de vous entendre. Ma question, c'est plutôt sur la frugalité. Je pense qu'on est tous d'accord qu'effectivement, on doit tous aller vers des technologies frugales. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a envie d'aller vers la frugalité, mais je n'ai pas entendu de mesures très concrètes, globales. Je dis global exprès parce que pour moi, l'IA, ce n'est pas un sujet de telle ou telle boîte française. Peut-être plutôt une question pour la DGITM, mais la France peut faire des choses dans son coin, mais c'est une compétition globale. Moi, si j'avais une question un petit peu provocante, c'est OK, on peut faire des référentiels. C'est sympa, mais concrètement, qu'est-ce qu'on est réellement en capacité de faire pour atteindre cet objectif de frugalité qui, pour moi, est évidemment fondamental, parce que vous l'avez dit, la quantité de data, la quantité d'énergie que ça va consommer, que ça nous plaise ou non, ça va augmenter de manière exponentielle. Donc on a un devoir par rapport à ça qui va au-delà de constater le risque que ça apporte. Donc c'est une question très ouverte, un peu trop vaste peut-être, mais je pense que ça serait bien de se dire, OK, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire demain par rapport à ça? Voilà. Jean V, voulez-vous répondre? Oui, bien sûr. Sujet complexe, ce sujet de la frugalité. Peut-être 2 ou 3 commentaires, mais qui me viennent comme ça à l'esprit. Sur les éléments d'abord de connaissance, je l'ai évoqué, il y en a assez peu. Et donc, j'ai l'impression qu'un des sujets pour répondre sur les aspects concrets, ce serait de pouvoir continuer à accompagner l'ensemble des acteurs sur le fait de pouvoir davantage communiquer, partager sur les process, les données utilisées, les impacts en termes d'environnement. Ça peut, je suppose, participer au fait de construire une culture ou connaissance commune sur qu'est-ce que ça a comme impact, ce sujet de l'IA. Donc le sujet de la connaissance, sur les aspects concrets, je crois que dans ce référentiel, une des actions, une des recommandations, c'était de travailler sur les sujets de données, notamment organiser les données, si possible de qualité, interopérables, etc., pour ensuite, après, faire tourner des éléments d'intelligence artificielle. Et enfin, troisième sujet, je l'ai mentionné rapidement, c'est cette coalition au niveau international. J'ai bien à l'esprit que la France n'est pas seule sur le sujet de l'IA, d'où quelque part le fait d'essayer, au moment où on recevait un petit peu toute la planète là dans le Grand Palais pour pouvoir parler de ce sujet de l'IA, c'est, je pense, cet état d'esprit de pouvoir pousser le sujet de la frugalité, essayer de dire à l'ensemble des partenaires, on a besoin d'y travailler ensemble et ce n'est pas la France seule qui pourra résoudre le sujet ou le problème. Jean-Christophe Le Breton, vous évoquiez tout à l'heure l'IA frugale, vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Moi, j'y crois pas du tout, en fait. C'est assez simple. Je pense qu'on est un nain par rapport aux mastodontes chinois et américains, et je suis relativement d'accord, en fait. C'est juste une question éthique, mais en fait, je pense que la réponse, c'est il faut y aller, parce que sinon, d'autres iront à notre place. Donc, voilà, peut-être qu'on peut réfléchir à de la réglementation et tout, mais une entreprise internationale comme Siemens ou Hitachi ou Alstom voilà, vivent dans un monde interconnecté et donc il faut se battre avec les mêmes armes que les autres. C'est dommage, mais encore une fois, moi j'ai pas de solution si ce n'est d'y aller à fond, quoi, en fait. Voilà, c'est ça.
On peut peut-être Benjamin Maillard. on peut peut-être quand même voir le côté positif de développer un certain nombre de modèles qui sont effectivement de plus en plus pointus. Je pense que ça a été abordé par Mélanie tout à l'heure, qui est l'UA frugale. Elle passe quand même par des modèles qui sont légers et qui sont effectivement adaptés à la question qui lui sont posées. Il y a plusieurs façons effectivement de faire des modèles qui sont adaptés aux réponses. C'est soit de disposer effectivement de données de qualité et des données qui nous permettent de générer ces modèles. L'autre façon de le faire, c'est d'avoir des modèles qui génèrent des modèles. Donc c'est aussi de se dire qu'à un moment donné, j'ai un modèle qui effectivement qui a appris énormément de choses sur plein de données. Et moi j'ai un besoin qui est plus petit. Mon besoin c'est de répondre à une question. Et bien très bien, je vais demander à ce modèle qui va me créer un modèle, qui va créer les ensembles de jeux de données et sur lequel je vais créer finalement quelque chose qui va être frugal. Après sur la frugalité en totalité, on peut se poser des questions un peu plus générales, de se dire finalement qui est effectivement le plus émetteur de CO2 sur la Terre. On peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le process informatique qui va effectivement répondre à une question, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va effectivement répondre à la question. On peut se poser la question si est-ce que cette personne qui est derrière en train de répondre à une question basique, si elle ne pouvait pas faire quelque chose de mieux derrière, de plus utile. Et donc, à mon avis, la réponse, elle n'est pas aussi simple de se dire finalement, ah bah oui, l'IA, ça consomme de l'énergie. Oui, certes, mais répondre aux questions des clients, traiter de la documentation, avoir de l'électricité pour nous éclairer et autres, tout ça, ça consomme de l'énergie. Donc finalement, il faut aussi faire la part des choses. Est-ce que cette personne-là, qui aujourd'hui répond à une question qui va être basique, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire une action qui soit plus à valeur ajoutée derrière? Donc peut-être que la question aussi de responsabilité sociétale, c'est de se dire, ces personnes sur lesquelles je vais peut-être supprimer de l'emploi, qu'elles ne seraient plus adaptées. Comment est-ce que je les forme pour qu'à un moment donné, elles fassent autre chose? Comment est-ce que je les fais monter effectivement dans l'échelle de la valeur? Et c'est là où peut-être qu'on arrivera effectivement à y trouver un équilibre entre d'un côté finalement des emplois qui sont peut-être plus basiques et puis des emplois qui sont effectivement des choses qui seront générées. C'est un peu comme dans les années finalement 60 quand on a généré effectivement les usines qui sont quasiment automatiques maintenant, d'assemblage de voitures et autres. Et on avait plein de monde qui était sur les usines, puis assemblait les voitures et ainsi de suite. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? Effectivement, on a toute une série de robots qui fait que ça assemblait tout seul. Est-ce que pour autant, on a moins de personnes qui travaillent en France? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils font d'autres emplois? Très certainement. Et donc, à mon avis, c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne ces changements dans le futur et comment est-ce qu'on a effectivement une IA qui est peut-être de plus en plus frugale en se disant je spécialise effectivement mes agents pour des tâches et comment est-ce qu'à côté de ça, les personnes qui faisaient ces tâches, comment est-ce que je les accompagne pour les faire évoluer vers l'emploi, vers autre chose. Et monsieur, est-ce que ce qui a été dit là répond à votre question? C'est vrai. Bien. Une autre question alors? Oui, bonjour, David Lancelin, Sistra. Je suis responsable pôle cybersécurité chez Sistra. Comme vous avez mentionné, vos IA utilisent beaucoup de données. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pertinent, c'est très efficace. Et du coup, toutes ces données, des fois, ce sont des données personnelles. Et ces données personnelles pourraient aussi intéresser les acteurs cybermalveillants. Du coup, comment vous assurez la cybersécurité de vos IA? Donc ça, c'est ma première question. C'est une très très bonne question. J'avoue que je voulais la poser à un moment donné. Je vous remercie de l'avoir posée parce que c'est une excellente question. Continuez, je vous en prie. J'aurais une deuxième question pour faire le lien avec le monde des transports. Les systèmes de transport sont des systèmes de systèmes. Chaque système comportant plusieurs composants, composés aussi de plusieurs éléments numériques. Tous ces éléments numériques, ce sont des éléments à surveiller au niveau des vulnérabilités. Il faut savoir qu'à partir de fin 2027, il y a le Cyber Resilience Act qui s'appliquera pour tous les fournisseurs de produits. Donc ça fait une quantité de vulnérabilités à surveiller qui peut être assez conséquente. Donc est-ce que justement, à ce titre, l'IA pourrait être pertinente pour la gestion des vulnérabilités et l'évaluation des risques pour les systèmes de transport? Concernant la première question, Jean-Christophe Le Breton, est-ce que vous voulez bien répondre par rapport à Siemens Mobility?
Je sais que la SNCF, par exemple, a pris des dispositions particulières par rapport à ce risque, justement, et je présume que vous aussi, vous avez dû en prendre aussi. Alors, je pense plutôt légitime sur la deuxième question que sur la première. Comme vous préférez. Mais après, on peut... je l'ai un peu oublié aussi. C'était comment on sécurise, parce que c'était plutôt sur les données personnelles. Alors, plutôt système et donc industriel, donc les données personnelles, on en utilise un petit peu moins. Après, la question un peu générale, c'est comment on sécurise les IA. Je ne suis pas un spécialiste, alors je préfère passer... Peut-être, c'est vrai que nous, c'est typiquement le cas aujourd'hui, les agents IA vont échanger des données personnelles entre eux, et donc ce qu'on fait déjà, c'est qu'on donne accès à l'agent au moindre privilège. C'est-à-dire que l'agent a l'accès uniquement pour son action très spécifique, pour un temps donné et pour une personne de fait donnée. Donc en fait, in fine, donc on limite l'impact, le risque cyber à ce moment-là, et on le relimite aussi dès lors qu'il va remonter ces informations à gauche, à droite, ou si jamais il y a une intrusion dans l'agent donné, on sait directement, je parlais des tests d'intrusion, etc., qu'on fait, on sait directement identifier d'où vient le risque et couper au bon moment pour pas que ça arrive dans les systèmes, notamment des opérateurs vitaux. Donc c'est un élément de réponse. Je peux effectivement compléter un petit peu sur ce qu'on fait chez Comutitre. Nous, on n'utilise effectivement que des modèles qui sont instanciés sur nos instances cloud. Donc, on n'utilise aucun déjà des modèles qui sont publics, ce qui nous permet de garantir qu'il n'y a aucune donnée qui ne sort de chez nous. L'ensemble des API qui sont utilisées, nos infrastructures, elles ne sont pas exposées sur Internet, sauf au travers d'API management, sur lesquels les API sont essentiellement que en lecture. L'ensemble des agents n'ont accès à aucune API qui permet de faire de l'écriture, donc ils n'ont pas le droit d'aller résilier, d'aller écrire, changer quelque chose en base de données, mais uniquement effectivement de générer de la donnée qui sont aujourd'hui à destination des différents agents. Ça pose quand même effectivement un certain nombre de questions sur les données personnelles et sur l'exposition. Dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, c'est de savoir typiquement comment est-ce qu'on réduit ce qui va être répondu par les différentes API suivant les profils des différents types de populations. Typiquement, dans nos agences, aujourd'hui, on ne traite le financier qu'en France. On ne traite pas le financier en offshore, on ne le traite pas les agents qui sont aujourd'hui dans la partie nord-africaine n'ont pas accès au RIB des gens qui sont effectivement en France. Donc la question, c'est comment est-ce que je limite effectivement aussi l'accès à ces données aux IA, et donc comment est-ce que je vais rajouter un certain nombre de filtres pour que toutes ces données, en fonction de son profil, soient filtrées. Donc ça, c'est des travaux qu'on est en train de mener et qui nous permettra de le déployer à plus grande échelle une fois qu'on a, on va dire, qu'on a la réponse de façon certaine qu'aucune donnée personnelle, on va dire sensible, ne soit exposée aux personnes qui n'auraient pas le droit à en connaître. Et je peux répondre sur la deuxième partie, du coup, qui est plus sur les systèmes industriels. Système de système, oui. Donc en fait, et comment utiliser l'IA pour de la détection d'incidents. Je pense que le sujet était un petit peu abordé. Dans les organisations, en tout cas, celles avec des opérateurs ou des mainteneurs, il existe ce qu'on appelle des PDIS, prestataires de détection d'incidents de cybersécurité, de sécurité, qui ont vocation justement à collecter l'ensemble des données générées par les systèmes, que ce soit le CBTC pour ce que nous on peut fournir, mais également pour tout ce qui est SCADA ou réseau ou tout autre système qui compose le sursystème transport. Et donc ces prestataires de détection d'incidents de sécurité peuvent, et donc j'en faisais mention tout à l'heure, avec des outils utilisant de l'IA, être en mesure éventuellement de détecter des comportements anormaux qui pourraient être en cours sur le système par l'intermédiaire de templates ou de cas génériques d'utilisation sans problème, quoi. Donc l'IA sur des prestations pour des prestataires des PDIS peut être utile justement en collectant l'ensemble de ces données-là. Un élément aussi essentiel dont on n'a pas parlé,
Rappelons aussi que la norme interdit l'utilisation de l'IA pour tout ce qui est démonstration de sécurité des systèmes, donc en particulier des systèmes SIL. Donc nous, on fait des systèmes SIL 4. Je tiens quand même à rappeler ça, parce que tout à l'heure ça a été abordé sur est-ce que l'IA peut être utilisée à cette fin-là. Les normes l'interdisent, et je trouve que c'est à bon escient pour le moment en tout cas. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Peut-être juste effectivement compléter, on a parlé rapidement effectivement des systèmes de sécurité. Effectivement, nous on a aussi en place un SIEM qui va effectivement détecter l'ensemble des patterns d'attaque qui pourraient arriver sur notre SI, qui permet effectivement d'avoir des réponses derrière, d'aller effectivement détruire les agents et autres qui pourraient effectivement se lier à une cyberattaque. Et puis bien évidemment, on a un SOC aussi qui surveille l'ensemble de notre SI 24 heures sur 24. Et qui a capacité effectivement d'aller agir, couper l'ensemble des flux nécessaires. Voilà. Et l'IA effectivement contribue aussi à la détection de tous ces patterns d'attaque. Une autre question dans la salle? Pas d'autres questions? Apparemment non. Eh bien, nous allons donc conclure pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, je voudrais remercier nos intervenants pour la qualité des échanges auxquels nous avons assisté. Je voudrais également vous remercier, chers amis du public, et également vous aussi, toujours plus nombreux, qui nous avez regardé sur Internet. Nous espérons bien sûr vous revoir pour une prochaine conférence de VRT. D'ici là, le plus important, portez-vous bien, et en espérant peut-être à bientôt. Au revoir.